Alors, cet exercice, il est extrêmement important d'abord parce qu'il mélange les exponentielles et les suites, et notamment les suites du type un plus 1 égale f de un, des suites extrêmement classiques. Et il est important également parce qu'il utilise un certain nombre de techniques qu'on retrouve dans un grand nombre d'exercices, donc des techniques extrêmement classiques qu'il faut parfaitement maîtriser. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Alors, première chose extrêmement importante, vous savez que quand vous dérivez exponentielle x, ça donne exponentielle x. Mais quand on dérive exponentielle u, où u cette fois-ci est une fonction, eh bien la dérivée c'est pas juste exponentielle u, mais c'est u' exponentielle u. Et parfois les élèves ont tendance à oublier le u'. Alors, deuxième chose fondamentale que parfois les élèves ont tendance à oublier, c'est qu'une fonction qui est croissante conserve l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une fonction croissante sur un intervalle i et que vous prenez trois nombres dans cet intervalle, a, b et c dans cet ordre, eh bien leurs images f de a, f de b et f de c seront dans le même ordre. Et ça, c'est une propriété qu'on utilise très souvent en mathématiques qui concerne, je le répète, les fonctions croissantes et qu'on utilisera dans cet exercice. Donc c'est très important que vous ayez à l'esprit cette propriété. Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le bien, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de déterminer les variations de cette fonction f. Alors, on se doute qu'on va utiliser la dérivée. Mais pour être rigoureux, avant de dériver, il faut justifier que cette fonction f est bien dérivable sur R. Alors, pour ça, c'est simple. Regardez comment f est construit. D'abord, ici, on a un produit. Et ici, on a la composée entre l'exponentielle et cette fonction-là. Cette fonction-là, en exposant moins x, c'est un polynôme, elle est donc dérivable sur R, et donc la composée avec l'exponentielle aussi. X, pareil, c'est un polynôme, donc dérivable sur R, et donc le produit des deux, finalement, est également dérivable sur R. Donc comment on justifie rapidement que f est dérivable sur R? On dit que f est le produit et la composée de fonctions dérivables sur R, donc f est dérivable sur R. Et maintenant qu'on a justifié que cette fonction est dérivable sur R, on va la dériver. Alors pour dériver f, il faut bien voir que f est de la forme u fois v. Et quelle est la dérivée de u fois v? C'est u'v plus uv'. Donc on appelle u la fonction qui correspond à x, v la fonction qui correspond à exponentielle moins x. Ensuite on calcule u', la dérivée de x c'est 1, et reste à trouver v', ici dont j'ai besoin dans ma formule, qui est la dérivée d'exponentielle moins x. Et comment on dérive une fonction qui est de la forme exponentielle u? Eh bien c'est u', c'est-à-dire la dérivée de la fonction qui est en exposant, et la dérivée ici, c'est moins x qui est en exposant, donc sa dérivée c'est moins 1, donc ça fait moins 1 que multiplie exponentielle u, c'est-à-dire exponentielle moins x, qu'on peut écrire plus rapidement tout simplement par moins exponentielle moins x. Alors maintenant qu'on a calculé u', v', on remplace dans cette formule, donc ça fait u'v, alors u'v ça fait une fois exponentielle moins x, ça fait donc exponentielle moins x, plus u, c'est-à-dire x, que multiplie v', c'est-à-dire ceci, moins exponentielle moins x. Et maintenant, on arrange. Donc ici, le moins, il va passer devant puisque c'est une multiplication. Ça fait donc exponentielle moins x moins x exponentielle moins x. Alors, c'est l'occasion de le rappeler. Quand vous cherchez les variations d'une fonction, on pense à calculer la dérivée. Mais ce qui est très important ensuite, c'est de penser à factoriser la dérivée avant de chercher le tableau de signes. Donc ici, vous voyez évidemment qu'on a un facteur commun, exponentielle moins x, et donc facteur de 1 moins x. Et maintenant, comme on a factorisé, on a deux blocs, on va chercher leur signe séparément, et ensuite on aura le signe du produit. Donc voilà, on va faire le tableau de signes de la dérivée. Donc j'ai marqué mes deux blocs. Exponentielle d'un nombre réel, c'est toujours strictement positif. 1 moins x, c'est une fonction affine qui est décroissante parce que le coefficient directeur est négatif. Donc elle est d'abord positive puis négative. Et on voit qu'elle s'annule en 1. Donc elle s'annule en 1. Ici, ça c'est toujours strictement positif. Et comme elle est ici décroissante, elle est d'abord positive puis négative. Plus et moins. Ensuite, on applique la règle des signes parce qu'on a factorisé. Donc ça me fait plus, moins, et donc ça veut dire que sur cet intervalle f est croissante et sur cet intervalle f est décroissante. Alors petit détail, ici j'ai oublié que la dérivée s'annule parce qu'elle s'annule en 1 parce que 1 moins x s'annule 1, donc la dérivée s'annule ici. Et dernière chose, je remplace x par 1, non pas dans f' mais dans f. Donc il faut calculer la valeur du maximum ici. Donc on remplace x par 1 dans f, vous remplacez x par 1, donc ça fait 1
exponentielle moins 1, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc ça fait exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 sur e, c'est ce que j'ai remis ici. Donc le maximum de cette fonction, c'est 1 sur e. Et voilà son tableau de variation, ce qui termine la première question. Alors juste avant d'effacer, ce tableau de variation que j'ai trouvé, je le remets ici pour pouvoir l'utiliser éventuellement dans les questions suivantes. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande de déterminer U1, U2 et U3 graphiquement. Et la suite qui nous intéresse, c'est celle-là, la suite U. Elle est définie ici. Et regardez, il y a un lien avec notre fonction, parce que si on remplace x ici, si je refais au brouillon ici, on a f de x égale x exponentielle moins x. Si à la place de mettre x ici, on met un, on a donc un exponentielle moins un. Eh bien, ceci, on l'appelle un plus 1. C'est bien exactement ce qu'on a écrit ici. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fait d'avoir remplacé un dans x. On a remplacé un dans x. Autrement dit, on a calculé f de un. Hein, regardez bien, j'ai calculé f de un. Si je calcule f de un, ça me donne bien un exponentielle moins un. Donc ici, on a bien une suite de la forme un plus 1 égale f de un. Ça, il faut absolument s'en rendre compte. Alors, une fois qu'on a compris que cette suite, elle est exactement de la forme un plus 1 égale f de un, où f, c'est cette fonction-là, qui est représentée ici, comment on représente la suite? Premièrement, on trace la droite y égale x, c'est-à-dire la bisectrice ici. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais tracer la droite y égale x. Donc, elle passe par le point 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, 0,3, parce que y est égal à x à chaque fois. Donc voilà, j'ai tracé y égale x, et ensuite, comment on continue? Eh bien, on place U0 sur l'axe des abscisses. On place U0 sur l'axe des abscisses, et on cherche l'intersection, regardez comme je fais ici, avec la courbe. Et on reporte cette valeur en traçant la parallèle aux abscisses. On trace la parallèle aux abscisses, et on obtient un point d'intersection, et on lit le résultat, on lit U1 ici. Donc on voit que U1, ça vaut environ 0,35. Et ensuite, on recommence pour avoir U2. Comment on fait? On prend U1, on trace la parallèle aux ordonnées et on cherche l'intersection avec la courbe qui est ici. Et ensuite, on trace la parallèle aux abscisses et on trouve l'intersection avec y égale x ici. Et on lit en abscisse U2. Et on recommence, on prend U2, on trouve l'intersection avec la courbe, on trace la parallèle aux abscisses et on trouve l'intersection avec y égale x. Et on lit U3 sur l'axe des abscisses et on recommence ainsi de suite. Alors ici, je l'ai fait assez maladroitement. Si vous le faites un peu plus précisément, vous trouverez que U1, c'est ce qu'on voit ici, vaut environ 0,35, que U2 est un peu plus à droite. Si vous le faites un peu plus précisément, vous verrez que c'est environ 0,25, et que U3, en fait, ça tombe sur 0,2. Là, je l'ai fait vite fait, mais si vous faites proprement votre schéma et que vous utilisez une règle, vous trouverez environ 0,36, 0,25 et 0,2. C'est des valeurs approchées parce qu'on l'a fait graphiquement, et sur sa copie, on laisse apparaître les traits de construction. Alors, corrigeons la troisième question. On nous demande de conjecturer le sens de variation. Regardez, si on continue notre construction, il semble que cette suite soit décroissante. C'est ce que j'ai écrit. Il semble que UN soit décroissante. Et si elle est réellement décroissante, regardez, il semble également qu'elle tende vers 0. Donc il semble qu'un minorant, c'est-à-dire une valeur qui soit plus petite que tous les termes de la suite, ce soit 0. Et un majorant, si la suite est décroissante, ça veut dire qu'elle est plus petite toujours que son premier terme, et le premier terme c'est 1. Donc finalement, il semble que cette suite soit décroissante et qu'elle soit comprise entre 0 et 1. C'est ce qu'on a écrit ici. Alors ce qui est intéressant maintenant d'écrire, c'est que ces trois choses qu'on a observées, comment ça va s'écrire mathématiquement. Le fait qu'elle soit décroissante, le fait qu'un majorant ce soit 1, ça veut dire donc qu'elle est plus petite ou égale à 1, et qu'un minorant c'est 0, ça veut dire qu'elle est supérieure ou égale à 0. Alors comment tout ceci va se traduire mathématiquement? Bien, le fait qu'elle soit décroissante, ça veut dire que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Qu'il y ait un majorant qui soit égal à 1, ça veut dire que UN est inférieur ou égal à 1. Et qu'il y ait un minorant qui soit égal à 0, ça veut dire que UN est plus grande, ou UN plus 1 évidemment, soit plus grande que 0. Donc ces trois conditions, ces trois choses plutôt qu'on a observées, elles se traduisent comme ceci mathématiquement, et c'est ce qu'il va falloir démontrer dans la quatrième question. Donc c'est très important de savoir traduire ces trois choses qu'on observe mathématiquement pour ensuite pouvoir les démontrer. Alors, corrigeons la quatrième question. On nous demande de démontrer les conjectures de la question 3, c'est-à-dire on nous demande de démontrer ceci.
Alors il y a plusieurs façons de faire, il n'y a pas qu'une façon de faire, mais comme à la première question on a étudié les variations de f, eh bien sans doute on va pouvoir l'utiliser pour démontrer ceci. Et comme vous remarquez que cette suite est définie par récurrence, comment on fait si on a un pour avoir un plus 1? Eh bien on remplace un dans f. Ça nous donne un exponentielle moins un, c'est-à-dire ça nous donne un plus 1. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Donc je répète encore une fois parce que c'est fondamental, on a un plus 1 qui est égal à un exponentielle moins un. Mais ça, c'est la même chose que f de un. Regardez, si vous remplacez à la place de x, vous mettez un, ça fait un exponentielle moins un exponentielle moins un. Donc f de un, c'est un plus 1. Et cette relation, un plus 1 égale f de un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on connaît un, pour avoir un plus 1, eh bien, il faut remplacer un dans f et ça nous donne un plus 1. Et donc cette relation, elle nous incite à faire quoi? Eh bien, quand on a un, eh bien, on prend f partout pour avoir un plus 1. Et comme, regardez, on veut démontrer ça, eh bien, ça nous donne l'envie de le faire par récurrence et de prendre f partout. Et comme ces nombres, ils sont compris entre 0 et 1, que 0, 1, c'est dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, et que sur cet intervalle, la fonction est croissante, eh bien, vous allez voir que ça va conserver l'ordre et que la récurrence va être très rapide. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on commence sur notre copie par écrire qu'on a vu que un plus 1 c'est égal à cela, mais c'est surtout f de un. Et deuxièmement, on va écrire que ceci qu'on veut démontrer, c'est la propriété qu'on va vouloir démontrer, on l'appelle Pn, et on va démontrer cette propriété par récurrence. Donc déjà, on va commencer par vérifier qu'elle est vraie au rang 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. On va vérifier que cette propriété est vraie pour n égale 0. Donc si on remplace n par 0 au brouillon, il faut vérifier que u1 est inférieur ou égal, je remplace n par 0 à u0, et qui sont compris tous les deux entre 0 et 1. Mais u0, on sait qu'il vaut 1, reste à calculer u1. Alors pour calculer u1, regardez, on remplace ici n par 0. On a quoi d'après cette relation? C'est que si on remplace n par 0, on a bien u1 égale f de u0, mais u0 valant 1, eh bien u1 c'est f de 1. u1 c'est f de 1. Mais f de 1, on l'a déjà calculé, c'est 1 sur e. Et donc je commence par l'écrire. u1 égale f de u0. Mais u0 valant 1, ça fait f de 1. Je remplace u0 par 1. Et f de 1, on l'a déjà calculé dans le tableau de variation, c'est 1 sur e. Et 1 sur e, on voit deux choses. D'abord, 1 sur e, comme e c'est environ 2,7, c'est plus petit que 1. Et 1 sur e, c'est plus petit aussi que u0. Donc cette condition est bien respectée au rang 0. Et donc, je rajoute que 1 sur e, c'est plus petit que 1. Donc qu'est-ce qu'on a? On a bien u1. u1, c'est 1 sur e, c'est bien plus petit que u0 qui vaut 1, qui est bien inférieur ou égal à 1. Et u1 qui vaut 1 sur e est bien positif. Donc cette première condition, cette propriété est vraie au rang 0. Donc P0 est vrai, ce qui termine l'initialisation. Alors une fois qu'on a fait l'initialisation, on traite l'hérédité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suppose que notre propriété est vraie pour un entier n supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Et on va montrer que si la propriété est vraie au rang n, ça implique qu'elle est vraie encore au rang d'après. Donc on va montrer que Pn plus 1 est vrai en supposant Pn vrai. Donc on suppose que cette propriété est vraie au rang n, et va falloir montrer qu'elle est encore vraie au rang d'après. Et vous allez voir que pour démontrer cela, ça va aller très vite si on pense à utiliser le fait que f est croissante sur l'intervalle 0, 1. Alors allons-y, nous on suppose Pn vrai, donc j'ai réécrit Pn ici, et je veux démontrer Pn plus 1, c'est-à-dire la même chose, mais ici avoir un plus 2, ici un plus 1. Alors comment on fait pour, par exemple, pour passer de un à un plus 1? Regardez, pour passer de un à un plus 1, il faut prendre f de un. Et quand vous prenez f de un, donc si ici je prends f de un, ça me donne un plus 1. Donc il est assez naturel ici de prendre f partout. Donc je vais prendre f de 0, f de un plus 1, et ici f de un, et enfin f de 1. Et la question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce que les inégalités sont conservées, est-ce qu'elles sont dans le même ordre? Mais regardez les quatre nombres ici qu'on a là, ils sont tous compris entre 0 et 1. Et si on est sur l'intervalle 0,1, on est donc à l'intérieur de l'intervalle moins l'infini 1, on est sur cet intervalle, et sur cet intervalle, on a démontré à la première question que la fonction est
croissante. Et vous savez que quand vous avez une fonction croissante, elle conserve l'ordre. Donc ici, les inégalités vont être conservées parce que les nombres qu'on a pris au départ sont sur l'intervalle 0,1 et que sur cet intervalle, la fonction est croissante et donc qu'elle conserve l'ordre. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre le passage de cette première ligne à cette deuxième ligne. Et donc c'est important d'expliquer sur sa copie que pour passer de cette ligne à celle-là, on a utilisé le fait que f est croissante sur l'intervalle 0, 1. Et bien maintenant on a presque fini, il n'y a plus qu'à calculer f de 0, donc on remplace x par 0 dans f, et 0 fois n'importe quoi, ça nous donne 0. Donc ici on a 0, ici f de un plus 1. Si vous ne voyez pas, commençons par f de un. F de un c'est un plus 1, donc ici on a bien un plus 1, et bien ici f de un plus 1, ça veut dire qu'on calcule f de un plus 1, donc on obtient le terme d'après, c'est-à-dire qu'ici on obtient un plus 2. Voilà. Et f de 1, et bien f de 1, on l'a déjà calculé dans le tableau de variation, c'est 1 sur e. Et 1 sur e, comme e, ça vaut environ 2,7, et bien 1 divisé par un nombre qui est plus grand que 2, et bien ça c'est inférieur strict à 1, et donc a fortiori inférieur ou égal à 1. Et regardez là, qu'est-ce qu'on observe? Regardez cette ligne, c'est exactement la même que celle du départ, sauf qu'on est au rang d'après. Donc on a bien démontré que Pn plus 1 est vrai, ce qui termine l'hérédité. Et vous avez vu, ça va extrêmement vite, à condition de penser à utiliser que f est croissante et donc qu'elle conserve l'ordre. Et quand vous avez, retenez bien la technique, quand vous avez des suites du type un plus 1 égale f de un avec f croissante, eh bien il faut souvent penser à prendre f partout et à ne pas oublier que f conserve l'ordre pour obtenir la ligne d'après. Donc cette technique, elle est extrêmement classique, surtout, je le répète, avec des suites du type un plus 1 égale f de un où f est croissante. Alors ensuite, comment on conclut? Il y a juste à dire que la propriété est vraie au rang 0, c'est ce que j'ai écrit ici, et que cette propriété est héréditaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se transmet de proche en proche. Donc on en déduit que par récurrence, cette propriété est vraie pour tout entier n naturel. Alors maintenant, il y a une deuxième partie dans la question. On nous demande de déduire que un converge. Mais qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré cette propriété ici. Et elle dit quoi cette propriété? Comme un plus 1 est plus petit que un, ça veut dire que la suite un est décroissante. Et elle est comprise entre 0 et 1. Donc elle est minorée par 0. Et vous savez qu'une suite qui est décroissante et minorée converge. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà comment on termine cette question. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une remarque extrêmement importante. Ici, vous avez vu, on a vu que la suite un, elle est décroissante. La suite est décroissante. Et pourtant, la fonction est croissante. Donc, faites bien attention. On peut avoir des suites du type un plus 1 égale f de un avec f croissante. Et la suite, comme vous le voyez sur le graphique, qui est décroissante. Donc faites bien attention, c'est pas parce que f est croissante que la suite est croissante. Dire que f est croissante ici, ça prouve juste qu'elle conserve l'ordre comme on l'a vu ici. Et donc, si vous avez une suite de cette forme-là, où par exemple u0 est inférieur ou égal à u1, c'est-à-dire elle commence à décroître, bien si vous prenez f des deux côtés, vous aurez u1 plus petit que u2, et ça va se propager si f est croissante. Donc si f est croissante, ça va se propager et cette suite va être croissante. Mais si au départ u0 est plus grand que u1, autrement dit u1 est plus petit que u0, eh bien ça va également se propager si f est croissante. Et donc vous aurez au rang d'après que u1 sera plus grande que u2, ça veut dire que u2 est plus petite que u1 et qu'elle décroît. Donc si les deux premiers termes sont rangés dans un certain ordre, avec f croissante, ça va se propager avec f croissante, et donc si au départ u0 est plus petit que u1, ça va se propager et la suite est croissante. Mais si u0 est plus grand que u1, donc ça commence par décroître, et bien là encore ça va se propager sous réserve que f est croissante et la suite sera alors décroissante. Donc c'est extrêmement important que vous compreniez ce mécanisme qu'on retrouve dans de très nombreux exercices. Alors, corrigeons la question 5. Alors d'abord, revenons à la question 4. On a démontré que la suite un converge. Ça veut dire qu'elle admet une limite finie, qu'on peut appeler L. Et la question maintenant est de savoir la valeur de L. Alors ensuite, il faut savoir qu'il y a un théorème qui est hors programme en terminale, qui s'appelle le théorème du point fixe, et qui dit quoi? Qui dit que quand vous avez une suite de la forme un plus 1 égale f de un, eh bien, si cette suite admet une limite, eh bien, qu'on appelle L, eh bien, cette valeur L vérifie l'équation L égale f de L. Il ne dit pas
que la limite existe, elle dit si cette limite existe, alors elle vérifie cette équation L égale f de L. Alors regardez, si on applique ce théorème ici, on a un plus 1 égale un exponentielle moins un. Le théorème du point fixe, il dit si cette suite admet une limite, on est bien avec une suite qui est de la forme un plus 1 égale f, ça je répète encore, c'est f de un. Eh bien, si la limite existe, elle vérifie l'équation, on remplace un plus 1 et un par L, ça fait L égale L exponentielle moins L. Mais comme ce théorème, vous n'avez pas à le connaître, et qu'en plus, pour appliquer ce théorème, il faut des conditions de continuité sur f, regardez dans le sujet, eh bien on vous donne exactement cette équation, sauf qu'on admet que la limite vérifie cette équation. Mais si vous voulez savoir d'où sort cette équation, on a juste remplacé à chaque fois un plus 1 et un par L, la limite éventuelle, parce qu'on est en train d'appliquer le théorème du point fixe sans vous le dire, parce que vous n'avez pas à le connaître. Donc ici, on vous dit on admet. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre cette équation, puisqu'on vous dit que L est solution de cette équation. Il va falloir résoudre cette équation pour trouver la valeur de L. Alors, rappelons comment on fait pour résoudre une équation. Quand vous avez une équation de la forme a égale b, première étape, vous ramenez à 0. Donc ça donne a moins b égale 0. Deuxième étape fondamentale, pensez à factoriser. Du coup, vous retrouvez avec c fois d égale 0, puis vous appliquez la règle du produit nul et ça vous donne C égale 0 ou D égale 0 parce que vous avez appliqué la règle du produit nul. Et quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, au lieu d'avoir une équation compliquée, eh bien, vous la cassez en deux équations plus simples à résoudre. Et si besoin, vous refactorisez C, vous refactorisez D pour à nouveau casser votre équation en des équations plus simples. Voilà la méthode générale pour résoudre des équations. Alors, allons-y, appliquons cette méthode qu'on vient de rappeler à cette équation que j'ai réécrite ici. Donc, première étape, je me ramène à 0. Donc, ça me donne, c'est équivalent, L moins L exponentielle moins L égale 0. Et ensuite, je pense à factoriser. J'ai un facteur commun, ça fait L facteur de 1 moins exponentielle moins L égale 0. J'applique ma règle du produit nul, ça fait soit ce bloc-là égale 0, L égale 0, ou ce bloc-là égale 0. Alors ici, pour résoudre cette deuxième équation, vous vous débarrassez de exponentielle moins L pour le regrouper à droite. Et si vous inversez, ça vous donne exponentielle moins L égale 1. Et vous savez que 1, on peut l'écrire exponentielle 0. Et vous savez que quand vous avez exponentielle A égale exponentielle B, c'est le cas ici, eh bien c'est équivalent à A égale B. Donc ici, c'est équivalent à exponentielle moins L égale exponentielle 0. C'est équivalent à moins L égale 0. Autrement dit, L égale 0. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ici ou là, on trouve deux fois la même solution qui est 0. Donc cette équation n'a qu'une seule solution qui est 0, c'est ce que j'ai écrit ici. S, l'ensemble des solutions, c'est 0. Et donc la seule valeur possible pour elle, c'est 0. Donc on a démontré que cette suite UN, elle converge, ça on le savait, mais elle converge vers 0. Voilà qui termine cet exercice. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment travailler avec des suites du type un plus 1 égale f de un. Il faut absolument que vous maîtrisiez la deuxième question, le schéma qu'on a fait ici pour représenter les termes d'une suite de la forme un plus 1 égale f de un, parce que ce schéma qu'on a là, il revient dans de très nombreux exercices. Deuxième chose fondamentale à comprendre, c'est que la fonction petit f ici peut être croissante et la suite décroissante. Par contre, si vous avez petit f croissante, ça veut dire que la fonction va conserver l'ordre. Donc si vous avez un qui est plus petit par exemple que un plus 1 et que un et un plus 1 sont sur un intervalle où f est croissante, eh bien on aura toujours f de un plus petit que f de un plus 1. Ça conserve l'ordre. C'est exactement ce qu'on a utilisé dans la quatrième question. Et cette technique, elle est fondamentale à comprendre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.